Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Céline Bélanger sur la pleine conscience intuitive. J'ai donné une conférence sur la vie après la vie qui est disponible d'ailleurs en replay sur la chaîne Pleine conscience intuitive dans YouTube, que vous pouvez donc visionner ceux qui ne l'auraient pas fait. Et dans cette conférence-là, donc j'avais donc le désir de vous parler de la vie après la vie. Et puis suite à cette conférence-là, j'ai eu plusieurs mails qui m'ont été retransmis et j'ai choisi donc, à travers cette série de questions et réponses, de répondre à chacune de ces questions-là. Euh, une des questions qui m'avait été posée, c'est qu'est-ce qui arrive donc après la mort? Donc, comme je ne suis pas mort, je ne peux pas vous en parler très objectivement, hein, dans le sens que je n'ai pas expérimenté la mort moi-même, mais j'ai pu assister à l'expérience de la mort, donc avec des gens qui sont morts, et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait après. Et j'ai donc pu constater que lorsqu'une personne décède physiquement, il y a donc la conscience de cette personne-là qui va se déplacer dans le monde terrestre, dans le monde des vivants, en fin de compte, et qui va effectivement être en interaction avec ce monde des vivants-là, puis constater qu'il est décédé, qu'il est plus capable, donc, de pouvoir justement être en interaction avec les êtres qui sont autour d'elle, et qui va finalement constater qu'elle n'a plus donc capacité d'être présent à ce monde, à ce monde terrestre-là. Donc, il y a une forme de deuil. C'est une expérience de deuil qui se fait à ce moment-là. Et la personne décédée peut à ce moment-là l'expérimenter d'une façon très difficile, hein, par exemple, de constater qu'elle est elle est plus vivante, puis qu'il y a une souffrance due à ça parce qu'elle ne peut plus communiquer avec les êtres qui sont importants pour elle. Et il peut y avoir effectivement aussi une expérience à quelque part plus positive, c'est-à-dire que la personne décédée va être dans une expérience justement au revoir, de dire au revoir aux gens qu'elle aime à travers cette démarche-là. Et évidemment, il y a des phénomènes qui vont en résulter. Souvent, les personnes vivantes peuvent, par exemple, rêver à la personne décédée, des rêves très symboliques, très forts. Elles peuvent sentir la présence de la personne décédée aussi très fortement. Et ça peut durer quelques jours, dépendamment de l'attachement de la personne décédée. Dans les cas plus rares, évidemment, la personne décédée peut devenir peut hanter à quelque part la maison, on va dire ça comme ça, parce que justement, il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu résoudre dans l'expérience de sa vie et son besoin quelque part de vouloir le résoudre pourrait l'amener donc à devenir en quelque part prisonnière d'une certaine façon euh, d'un événement quelque part qu'elle doit résoudre. C'est comme si elle devenait obsédée par la résolution de quelque chose et que tant et longtemps que ce n'est pas résolu, ben, elle va rester un peu piégée dans l'espace dans lequel elle se trouve. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va aider le processus? C'est qu'il y a une personne vivante qui va rentrer dans le lieu de la maison et cette mémoire-là, cette personne décédée-là va pouvoir raisonner avec une personne qui a un contenu émotionnel similaire au sien. Et c'est là que souvent, il y a un processus de résolution qui va être possible, puisque la personne décédée va pouvoir, grâce à la personne vivante qui a une émotion similaire à la sienne, pouvoir justement faire un travail de libération, en fin de compte, à travers cette démarche-là, qui va se faire à travers un certain nombre d'événements, etc. Et souvent, la personne vivante qui se retrouve dans une position où elle est en résonance avec une personne décédée, ben effectivement, elle va avoir des symptômes de possession ou des phénomènes paranormaux qui vont se manifester à la maison, qui sont dus souvent à la résonance émotionnelle que la personne vivante a avec la personne décédée, et ça va générer donc un champ électromagnétique qui va donc induire des effets particuliers dans une maison hantée, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qui est observable, que j'avais donc déjà observé. Je peux vous donner un exemple de ça, une maison hantée. J'avais rencontré quelqu'un qui avait donc était en résonance avec une personne décédée qui était très, 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 très en colère parce qu'elle avait l'impression justement elle n'avait pas l'impression, elle était convaincue qu'on l'avait tué et qu'on l'avait tué et qu'on lui demandait quelque part, tu sais, c'est un peu comme si on l'avait tué, mais on l'avait vraiment réussi à dissimuler quelque part la vérité sur la mort de cette personne. Donc, elle était morte et elle avait vu dans le monde terrestre qu'effectivement sa mort n'avait pas été reconnue comme étant un meurtre. Donc, les gens avaient l'impression que c'était un accident. Donc, elle était restée dans une forme de rébellion et révolte. Et la résonance qu'elle avait, cette mémoire-là, cette personne décédée, s'était mise en résonance avec un enfant. Mais l'enfant, elle avait 14-15 ans, 14 ans, quelque part, quelque chose comme ça. Et il s'avérait que cet enfant-là avait donc un secret qu'on pourrait qualifier de secret familial, c'est qu'elle avait une relation avec son père, une relation qui concernait donc la sexualité et tout ça, et qu'il y avait donc une autre de ses sœurs qui était une sœur jumelle qui participait un peu à ça aussi, et
à quelque part, c'était un silence, donc personne n'en parlait. C'était quelque chose qui était reconnu de tous, même pour la mère, mais personne ne voulait le voir, personne ne voulait aborder le sujet aussi. C'est comme généralement de situation de silence. Puis finalement, tout le processus des phénomènes de maison hantée, parce que c'était le cas d'une maison hantée, il y avait des phénomènes paranormaux dans une maison, c'était effectivement la violence, la colère de l'enfant qui était reliée donc à la colère de cette personne décédée-là aussi, qui générait tout ça. Et il a fallu donc faire un travail d'exploration qui n'a pas été uniquement fait avec moi. Moi, j'ai été peut-être un déclencheur dans ça parce une personne était venue me voir de la famille pour me demander qu'est-ce qu'il en était. J'avais donc abordé des sujets et cette personne-là, quelque part, donc a abordé des sujets aussi avec les gens et de fil en aiguille, ils ont commencé à faire une démarche de psychothérapie familiale pour pouvoir justement résoudre le problème. C'est un exemple que je vous donne pour vous faire valoir un petit peu tout ça. Et puis, donc ça, c'est la première phase, selon moi, c'est qu'à partir du moment que le corps physique meurt, il y a donc une phase, donc un certain deuil qui va être effectué dans le monde terrestre. Et puis, à travers ce processus-là de deuil dans le monde terrestre, il va y avoir donc une prise de conscience d'une conscience énergétique. Tout ça se fait de façon parallèle. Hein. Je ne vous dis pas que c'est dans un espace de temps. C'est-à-dire que si dans l'immédiat, que la personne est décédée, je peux visiter la conscience qui vit dans le monde terrestre, elle est décédée, mais elle est dans le monde terrestre tel qu'on le connaît, mais elle est décédée. Ensuite, évidemment, d'une façon parallèle, il y a également même une forme de conscience de cette personne décédée qui va se retrouver dans la dimension énergétique, où elle va prendre conscience, à quelque part, de cette relation qu'elle a, elle, dans sa structure énergétique, avec un tout plus vaste. Et c'est certain que l'objectif de ça, bien évidemment, c'est qu'elle apprenne aussi à accepter de se fondre dans ce tout plus vaste-là. OK? Donc, ça veut donc dire que sa conscience énergétique va se dissoudre finalement, puisqu'elle n'a plus existé, puisqu'elle est décédée, puisqu'elle n'a plus besoin d'expérimenter cet état de conscience-là, en fin de compte. Alors encore là, ça peut prendre un certain temps, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a un ego très fort, qui a une volonté de rester très présent dans le monde terrestre, dans le monde de la conscience, et dans la conscience de son ego, va chercher quand même à préserver cette position de conscience énergétique parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle existe véritablement d'une façon plus importante. Et elle aura plus conscience aussi, évidemment, de sa réalité corporelle, hein, parce que dans le niveau physique dont je viens de parler, puis c'est un niveau plus vibratoire ou énergétique, on reste quand même avec une conscience de soi. Et c'est ça, quelque part, qui va justifier l'intérêt de rester là. Quand on est identifié fortement à sa conscience corporelle, on va vouloir rester dans cet état-là. Puis, par la suite, bien évidemment, on va accéder toujours d'une façon parallèle, donc à la conscience psycho-émotionnelle où on va finalement faire un genre d'expérience, je dirais, un genre d'expérience qui est reliée donc à cette notion de paradis et d'enfer. Hein, c'est-à-dire que selon mon regard que moi j'ai sur ma vie, parce que dans le processus de la mort, inévitablement, on dit qu'on passe dans un couloir, puis il y a plein de séries d'événements qui vont se produire, qui vont faire un genre de retour en arrière de tout ce qu'on a vécu. Évidemment, à mon sens, à moi, c'est qu'à partir du moment qu'on décède, ben, quelque part, on a une vision holographique de son existence. Et cette vision holographique-là nous met en contact avec les grands événements, les petits événements, mais aussi, quelque part, avec le regard qu'on porte sur notre vie. Ce regard-là que l'on porte sur notre vie va générer d'une certaine façon, une vision des mémoires holographiques, hein, c'est-à-dire une série de flashs de soi-même qui sont tous des états de conscience distincts qui peuvent nous amener effectivement à expérimenter autant l'enfer que le paradis, hein, c'est-à-dire que selon l'hiérarchie des mémoires qui vont se répartir dans notre regard de nous-mêmes, il va y avoir effectivement une forme de conception hiérarchique de la mémoire. Donc, il y a des mémoires de nous-mêmes qui vont résonner avec des éléments de densité plus importante au niveau émotionnel et d'autres qui vont se manifester à des niveaux plus élevés au niveau de la fréquence. Donc, on voit quelque part que la mémoire que la mémoire psycho-émotionnelle peut être multiple finalement dans cet univers-là. Et cette multiplicité-là va m'amener justement à constater que maintenant que je me suis détaché de mon corps physique, que je me suis détaché de ma conscience énergétique, ben quelque part, je rentre dans un univers psycho-émotionnel dans lequel je suis multiple, en étant multiple dans mon histoire personnelle. Mais évidemment, je reconnais que cette multiplicité-là me met en interrelation avec des mémoires psychofamiliales, donc avec mes ancêtres. Donc, je peux me retrouver évidemment avec ma propre histoire de vie, okay, qui est en pièces détachées, mais je peux également me retrouver avec des relations psychofamiliales, des mémoires psychofamiliales, dans lesquelles il y a un travail qui va s'effectuer pour me permettre de me dégager
de cette histoire familiale-là. Donc, je reviens avec mon histoire personnelle, mais c'est certain que mon histoire personnelle, qu'est-ce que je vais chercher à faire à travers toute cette série de mémoires, d'événements qui sont passés dans ma vie, c'est de faire un genre de tri pour arriver à me dégager de mon expérience de vie, justement. Si je suis fortement attaché à une expérience émotionnelle que j'ai pas résolu ou bon, choses comme ça, mais c'est évident que je vais rester accroché, je vais rester identifié à cette mémoire-là, tant et longtemps que je ne parviendrai pas à me libérer de ça. Donc, ces mémoires-là, finalement, demeurent souvent figées. Plus la conscience émotionnelle, elle est là, plus la conscience égoïque est là, plus la mémoire demeure figée, c'est-à-dire qu'elle va tendre à vouloir se répéter, 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 puis à demeurer vivante en quelque sorte. Et plus on parvient justement à se dégager de cette mémoire-là, plus on arrive justement à s'élargir notre conscience par rapport à la mémoire, plus on va accepter que la mémoire, effectivement, puisse mourir d'une certaine façon et qu'on puisse justement accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Donc ça, c'est au niveau psycho-émotionnel dans notre histoire personnelle. Maintenant, quand on accède aux mémoires psychofamiliales, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'espace de nos mémoires familiales, bien évidemment, on rentre en résonance avec nos parents qui sont peut-être décédés et toute la famille, toute la mémoire familiale. Donc, on renoue contact avec la raison d'être, je dirais, de cette histoire familiale-là. La raison d'être, c'est que moi, je fais un tri des événements qui m'ont marqué, mais des événements avec lesquels je suis en résonance et qui me concernent et qui concernent aussi mon histoire familiale. Et je vais peut-être rencontrer justement à travers ce processus-là les personnes en question pour vraiment faire un travail de libération avec eux de la souffrance qui peuvent nous relier, qui peuvent nous rendre communes dans l'expérience que nous avons vécue. Donc ça va être une autre expérience encore là de détachement qui va se faire, mais dans un contexte plus familial. Donc dans un contexte où c'est plus notre histoire familiale qui est en jeu et qui va nous permettre donc de comprendre davantage la raison d'être de l'existence de mon individualité, mais la raison d'être aussi de l'existence du noyau familial, de la structure familiale qui avait été construite. Puis donc, à travers ce détachement-là, bien évidemment, on va accéder aussi au niveau de conscience des mémoires d'autres vies, dans lequel je vais constater justement que moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance avec une série de mémoires d'autres vies. Et cette série de mémoires d'autres vies, ben, m'amène justement aussi à constater que je suis limité dans ma propre évolution par un attachement que j'ai pu avoir, par des résonances que j'ai pu avoir avec des mémoires d'autres vies. Donc encore là, il va y avoir un phénomène de comprendre à quelque part la raison d'être de la résonance que j'ai avec ces mémoires d'autres vies-là, de comprendre la raison d'être de l'existence de ces mémoires-là également, pour pouvoir m'en détacher, m'en dégager, et pour pouvoir effectivement accéder à une libération de l'histoire de l'humanité à laquelle je suis relié dans cet univers-là. Et à travers cela, bien évidemment, je vais pouvoir effectivement me permettre de me dégager, de me libérer de l'histoire humaine. Et en me libérant de l'histoire humaine, je vais pouvoir renouer contact avec l'expérience de mon âme. Et l'expérience de mon âme, c'est l'essence fondamentale de qui je suis, de la lumière fondamentale de qui je suis, qui va me permettre progressivement de pouvoir me fondre dans le grand tout. Et ainsi, justement, renouer contact avec une expérience, justement, spirituelle dans laquelle mon identité ne sera plus, mais en même temps, je serai quelque chose de plus grand et de plus vaste qui me relie donc au sens de l'existence. Alors évidemment, je n'ai pas toutes les réponses par rapport à la raison d'être de cette lumière-là, hein, de cette existence-là, quelque part, qui nous touche au niveau de la lumière. Mais je pense qu'à travers les grandes expériences spirituelles qu'on retrouve dans la littérature, il est bien question justement de cette recherche que nous avons tous de vivre une forme d'expérience de fusion avec un grand tout. Et c'est ça un petit peu que je pense qu'on cherche à faire dans le processus de la mort. Mais tout ça se fait d'une façon parallèle. Et l'objectif, évidemment, de mon rôle à moi en tant que thérapeute, c'est d'aider les gens à être capables de devenir conscients de chacun de ces univers-là et de quelle façon ces univers-là peuvent effectivement tous être en interaction les uns avec les autres d'une façon parallèle et qu'en faisant un travail sur chacune de ces sphères-là, ben, on apprend justement à aligner le soi supérieur, l'âme, avec la dimension physique, si on est un être humain vivant, et si on n'est pas un être humain vivant, mais de travailler donc de l'âme vers la dimension énergétique, de chercher à aligner le plus possible cette structure-là pour qu'il y ait justement un sentiment d'unicité qui puisse se faire et que le retrait justement de toutes ces mémoires-là qui ne sont plus leur raison d'être puisse se faire pour que justement il y ait cette fusion qui puisse se faire le plus naturellement possible. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager concernant cette question-là. J'espère que ça vous aide à comprendre des choses et évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera plaisir de pouvoir tenter d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une suite. Merci. Au revoir.